C'est lui, le Lazy King, Abdul Abdouragimov. Comment ça va? Bonjour, salam alaikum. Je vais très bien, merci. Comment ça va tout le monde? Ça va super bien, on est très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc pour te présenter, combattant MMA à l'ARES, champion des welter. C'est ça, ouais. Et alors, considéré comme la plupart des spécialistes comme le meilleur technicien au sol qui existe en France. Est-ce que tu valides cette description? Oui, c'est ça qu'on me dit, oui. On dit de moi. C'est normal ou non? Toi, ça te plaît? Oula. Attends, j'ai créé un écho, désolé. Waouh, j'ai créé un triple écho. Attends, on vient tout de suite, Abdul. Ouais. Wow, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, c'est l'effet Abdul. C'est moi qui me suis trompé. Est-ce que tu nous entends? Attends. Est-ce que là tu nous entends bien? Oui, je vous entends, mais je vous vois pas par contre. C'est normal? Attends, je vais te mettre un truc pour que tu puisses nous voir. T'inquiète, bouge pas. Tac. Hop là. Là. C'est... Hop. Là, ça devrait s'afficher sur ton écran, tu vois? Ah voilà, oui. Ça va bien, merci. Bon, on est grave content de t'accueillir. On est venu, on parle parce qu'on est sur peut-être la plus grosse semaine de l'histoire de France en ce qui concerne le MMA, puisque l'UFC débarque à Paris samedi, tu le sais. Juste avant, il y a un nouvel événement de l'ARES le vendredi. Je voulais te demander, ça représente quoi pour toi le fait que l'UFC arrive à Paris? Alors, je sais que ça peut être une double sensation parce que j'imagine que tu voulais être sur la carte et il y a eu beaucoup de gens qui t'ont soutenu pour ça. Ça, c'est pas encore le cas, mais bon, tout le monde est d'accord pour dire que ça devrait arriver pour toi, l'UFC. Mais déjà, le simple fait qu'il y ait un événement qui arrive à Paris, comment est-ce que toi, tu le vis? Déjà, c'est historique parce que moi, je commençais le MMA en France quand c'était interdit officiellement. Donc déjà, c'est légalisé. Et maintenant, il y a UFC. Ça fait plaisir, quoi. Et le fait que je ne combats pas ici, c'est pas grave parce que moi, je me prépare à toutes les situations de la vie. J'accepte tout. Et moi, je suis croyant, donc je crois au destin. Moi, de mon côté, je reste positif et je me prépare et je m'attends à tout. En tout cas, c'est bien qu'il y ait là. Comme ça, j'espère qu'ils vont faire d'autres événements en France et même en Europe un peu plus. Comme ça, c'est plus facile pour nous parce que pas besoin de visa, tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que c'est ça. D'ailleurs, Abdou, tu fais bien d'en parler parce que quand un événement a lieu, par exemple à l'autre bout du monde ou dans certains pays, il faut un visa. Alors, en plus de la préparation lourde que vous pouvez avoir, il y a l'organisation, on va dire, administrative, où il vous faut pas mal de choses en place. Je te parle même pas de quand il y avait le Covid, ou en tout cas, il y avait des mesures sanitaires bien précises. Il y a tout ce côté-là de l'ombre qu'on voit pas forcément, qui peut être assez handicapant, j'imagine, pour un combattant. C'est toute la partie administrative avec tous les visas qu'il faut mettre en place, tous les papiers qu'il faut avoir pour pouvoir combattre. Oui, c'est vrai. C'est surtout le visa qui est le plus chiant, quoi. Après le reste médical, tout ça, ça va, ça passe. Mais le visa, quoi, c'est un truc sérieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, comment est-ce que tu as commencé le MMA, par exemple? Moi, je m'appelle Abdul Abdouragimov, connu au nom de Lazy King, ça veut dire le roi paresseux. J'habite à Nantes, plus précisément Saint-Herblain. Et je viens de Daghestan, j'étais né là-bas. Et depuis mes 14 ans, je suis en France, à Nantes. Et je commençais avec la lutte libre à 16 ans. Et après, à l'âge de 21 ans, j'ai découvert le MMA et j'ai commencé le MMA. Et depuis maintenant, j'ai gagné multiples titres de champion mondial en MMA et actuellement, je suis champion d'ARES. Et puis voilà, quoi. En gros, c'est ça. Il y a trop de questions qui nous viennent. Déjà, pourquoi le roi paresseux? Là, on te voit avec un café. C'est pour être énergique? Qu'est-ce qui se passe? Le café, c'est ma passion. J'aime bien le café. Du coup, voilà, je bois régulièrement. Mais du café qualité, quoi, professionnel, avec une machine professionnelle, tout ça.
c'est pas des capsules, quoi. Ah, t'es un puriste, toi, t'es le truc avec le grain qui est broyé. Voilà, exactement, oui. Il faut broyer, il faut mesurer et tout ça. Et pourquoi roi paresseux? Parce que voilà, j'ai un caractère un peu paresseux, quoi. Mes amis ont souvent remarqué ça et ils ont dit, écoute, toi, t'es un flemmard, du coup, on t'appelle le roi de flemmard, quoi. Le viking. Est-ce que c'est parce que t'es flemmard que t'as développé le sol? Est-ce que t'avais envie de rester allongé finalement et de moins bouger? Même si le sol c'est très fatigant, Abdoul, attends, on le sait, on l'explique très souvent. Parfois c'est pas spectaculaire, mais au terme de cardio et de force, le sol au MMA c'est très difficile. Mais toi tu t'es spécialisé là-dedans, pourquoi? Parce que c'était plus facile de rester allongé, comment ça se fait? Non, en fait, parce que je commençais avec le sport de lutte. Au D'accord. début, à 16 ans, je commençais avec la lutte libre. J'ai fait pendant 3 ans. Et après, vu que j'avais pas la nationalité française, je pouvais pas participer aux compétitions de France, tout ça. Je me suis mis au grappling et je suis brésilien parce que là-bas, pas besoin de nationalité. Mhm. Et comme ça, voilà, parce que en fait, j'étais obligé, du coup, c'est pour ça que je suis allé vers le JJB alors que je connaissais pas au début. D'accord. Et c'est pareil, après, au bout d'un moment, bah, j'ai fait beaucoup de compétitions JJB grappling et j'ai vu il y a les MMA qui ont s'en développé. Ça m'a donné envie et je suis comme ça venu au MMA. Ouais, parce que comme tu disais, t'as fait la lutte libre, t'as fait le jiu-jitsu brésilien, donc t'as fait vraiment des compétitions qui sont 100% sol jusqu'à tes 21 ans. Et 21 ans, c'est là où tu vas vers le MMA. Exactement. C'est quoi qui t'a attiré dans le MMA? C'était le fait justement de pouvoir dominer parce que tu avais déjà beaucoup d'expérience au sol, ou c'était justement la volonté de se dire, bah tiens, en plus du sol, maintenant je vais mettre des coups debout? Bah, déjà, j'aime bien la liberté. Il y a tous les arts martiaux et moi, je suis quelqu'un, j'arrive jamais à me décider pour une chose. J'aime beaucoup de choses à la fois. Donc, au début, j'ai fait la lutte, j'ai aimé, c'était bien. Mais au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer un peu, parce que c'est toujours pareil. Et après, avec le grappling, c'était mieux parce qu'il y avait des techniques en plus. Tu Le peux nous JJB, pareil. expliquer la différence, par exemple, entre la lutte et le grappling? Parce qu'on peut très vite considérer que c'est la même chose, mais on sent bien que, comme toi tu le dis, il y a des différences quand même. Ah ouais, exactement, tout le monde ne connaît pas. La lutte libre, en fait, c'est un sport, il y a deux luttes connues, lutte libre et gréco. La lutte libre, c'est on peut attaquer les jambes, tout, haut du corps et bas du corps, et c'est essentiellement de les amener au sol, des projections. Et le but, c'est maintenir le combattant, l'adversaire au sol. Mhm. Pour le finaliser, on va dire gagner par KO. En lutte, c'est si on arrive à faire toucher les deux épaules au sol, ça c'est considéré comme un KO. Ok. Et sinon, on gagne avec des points. Du coup, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas de clé de bras, il n'y a que de projection et domination, quoi. Ok. Et le grappling, le JJB, c'est pareil, c'est juste que le JJB, c'est avec les kimonos, comme au judo. Et le grappling, c'est t-shirt et short, normal. Et là-bas, il y a tout ce qu'il y a comme la lutte, projection, tout ça. Mais en plus, il y a les étranglements, les bras, les soumissions, quoi. Ok. Et les kimonos, bah, il y a juste les kimonos avec. On peut finaliser avec les kimonos aussi. En gros, il y a des soumissions qu'on peut faire avec les kimonos. D'accord. Donc ouais, la lutte, pour synthétiser un peu ce que tu as dit, c'est le fait de contrôler, dominer son adversaire, l'amener au sol et faire en sorte qu'il ne puisse plus bouger, qu'il ne soit pas en position forte. Et après, Voilà. le grappling, ça va être tout ce travail au sol d'aller... on regardait une vidéo de toi dans nos locaux l'autre fois, quand tu faisais tes prises sur Jonathan Bacardi, c'est tout ce que tu as pu montrer. Le lazy triangle, les twisters Voilà. et compagnie. Exactement. En gros, j'ai commencé étape par étape. Donc, on va dire, je commence au début d'apprendre à faire tomber, contrôler. Et après, j'ai appris à, une fois contrôlé, chercher les soumissions, quoi. Et après, j'ai ajouté les frappes avec le MMA, boxe, karaté, tout. Ouais, donc là maintenant, c'est bon, t'as les armes complètes, donc plusieurs arts martiaux, plusieurs disciplines olympiques dans ton bagage. Il y a des gens qui te demandent, t'es quoi comme ceinture en jiu-jitsu brésilien? Je suis ceinture noire
première dan, on va dire. Voilà. D'accord. Et apparemment, il y a quelqu'un qui complète et qui dit que tu as obtenu ta ceinture noire en 4 ans. C'est vrai ça? 4 ans et demi, presque 5 ans comme ça, ouais. Et j'ai entendu dire que c'est insensé. Normalement, c'est beaucoup plus long que ça. Oui, c'est vrai que dans le milieu jiu-jitsu brésilien, c'est assez rapide. Parce qu'en général, les gens, il y en a, c'est 10 ans, il y en a, c'est 15 ans, 20 ans, ou J'ai l'impression que t'allais très vite. Ça dépend. T'es le roi fainéant, mais par contre, quand faut prendre la ceinture noire, là, t'es le plus rapide de tous. Voilà. Justement, bah, du coup, dans le chat, ils sont. Parce qu'en fait, tu sais, sur les réseaux, il y avait beaucoup de gens qui militaient pour que tu sois à l'UFC Paris. Tout le monde. T'es un peu, ce que je disais à la rédaction, t'es un peu une sorte de champion populaire. Je sais pas pourquoi, il y a un élan derrière toi. Les gens, ils veulent être avec toi, ils veulent te soutenir et tout. Ils aiment bien ce que tu proposes. Parce que Le champion du peuple, lazy peuple. Et du coup, ils sont vachement curieux et je pense qu'il y en a qui aimeraient bien aussi suivre tes traces. Ils te demandent où est-ce que tu as appris ce sol-là en France. Ils veulent aller dans les mêmes salles que toi. Bah, ici, chez moi, la salle s'appelle Del Arriva Nantes. C'est la salle où mon coach Beto Ramos, il entraîne. C'est à lui. Et voilà, depuis j'ai découvert Beto Ramos. Je m'entraîne avec lui depuis toujours et on est là, quoi. Après, j'ai un conseil pour tout le monde, tous ceux qui veulent progresser dans le sport. Faut pas chercher toujours les meilleurs endroits connus, tout ça, les plus forts dans le monde. Déjà, il faut la discipline, la motivation. Après, il faut être régulier, il faut s'entraîner avec tout ce que tu as déjà. Regardez chez vous, qu'est-ce qu'il y a comme salle, qu'est-ce qu'il y a comme gens. Parler avec eux. Après, ça dépend de vous. Faut vouloir progresser, faut vouloir apprendre. Et petit à petit, ça va venir. Je voulais te poser une question. Aujourd'hui, tu sais, le MMA en France, ça a été longtemps interdit jusqu'en 2020. Tu en as parlé tout à l'heure, parce que toi, tu as commencé à t'entraîner pendant que c'était l'interdiction à l'époque. On en parlait tout à l'heure avec William Gomis. Ouais. La seule manière de pratiquer, c'était de faire des combats de pancrace. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'expliquer un peu aux gens pourquoi le MMA, ça sert à rien d'en avoir une mauvaise image et pourquoi même au-delà de ça, finalement, c'est un sport qui est ouf techniquement, mais qui est aussi ouf au niveau des valeurs. Ouais. En fait, le MMA, il a une mauvaise image parce que souvent, vu que c'est dans la cage, il y a un peu de sang, tout ça. Du coup, les gens ils disent ah oui, ça a l'air très brutal. Mais en fait, si on regarde comme ça, le sport que tout le monde connaît, la boxe anglaise, ça a l'air très noble, tout ça. Oui, bien sûr, c'est un sport noble, mais c'est très dangereux pour la santé, parce que là-bas, on frappe déjà que la tête presque, et du coup, c'est très très dangereux. Là-bas, il y a beaucoup de morts connues, que MMA, c'est rare. Et vu que MMA, c'est un sport un peu complet, il y a beaucoup de techniques à apprendre là-bas, il y a beaucoup de stratégies. Du coup, quand on connaît les techniques un peu, c'est encore mieux à regarder, c'est plus agréable, parce que techniquement, c'est vraiment très riche. C'est un sport très riche techniquement. Du coup, il y a toujours un combattant qui peut commencer aujourd'hui le MMA, il peut rentrer avec de nouvelles techniques que personne n'a vues. Vu que le catalogue est énorme, et il y a beaucoup de place pour chacun faire sa propre note dedans. Du coup, c'est un sport vraiment complexe et très compliqué même. Ouais. Et dans lesquels il y a beaucoup de... Enfin, on voit beaucoup de scènes où finalement, oui, effectivement, on se met des coups, on se fait des prises, etc. On se tord un peu dans tous les sens dans la cage. Mais finalement, les images d'après-combat, on a l'impression qu'il y a toujours un espèce de lien qui se crée, même avec l'adversaire, même avec celui contre lequel on s'est battu, on s'est préparé, avec beaucoup de respect. Parfois, ça se prend dans les bras et tout. Toi, c'est des choses que tu fais après tes combats, justement, respecter l'adversaire, tout ça, et voilà, se dire, maintenant que le combat est passé, voilà, on est deux êtres humains, on est deux gars normaux, et voilà, on est pareil. C'est important, parce que après tout, ça reste un sport. Tous les deux, on s'entraîne, lui aussi, l'adversaire, il s'entraîne dur, il fait des sacrifices, on voit que le combat dans la cage, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Le cutting, ça veut dire le perte de poids, c'est très difficile, la diète, tout ça, donc c'est pas facile, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout ça et on respecte.
Justement, il y a une culture dans le MMA. Comment tu la définirais, cette culture? Parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de respect, évidemment, entre adversaires, mais parfois on entend aussi du trash talk, tu vois, où ça peut aller très loin, comme nous l'expliquait tout à l'heure Nassourdine. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est le MMA, mais surtout la culture du MMA à quelqu'un qui ne le connaît pas? Parce que, comme on disait tout à l'heure, parfois ça a une image un petit peu agressive, un petit peu bestiale, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus c'est pas du tout ça même. En fait, le mode MMA, il est un peu cool, quoi. C'est décontracté, c'est pas strict. Pas comme dans les autres sports, par exemple le karaté, le judo, il y a trop de règles là-bas, c'est trop hiérarchique, un peu. Voilà, faut respecter beaucoup de règles. Vu que le MMA, c'est un sport un peu libre et il n'y a pas forcément des règles précises pour s'entraîner. Chacun son style, chacun ses règles. Ça reste tranquille, décontracté. En plus, il y a la touche du jiu-jitsu brésilien, des Brésiliens, donc eux, ils sont déjà décontractés. Donc, en fait, ça mélange toutes les cultures mondiales un peu. Du coup, ça fait un truc un peu neutre. Tout le monde est décontracté, cool. Tout le monde est ouvert. Et aujourd'hui, le trash talk, tout ça, c'est devenu un peu obligatoire presque, on va dire, parce que ils veulent voir ça, les médias, les organisateurs des événements. Et vu que ça fait vendre les tickets, du coup, beaucoup de combattants, même s'ils sont pas bons dans le trash talk, ils s'obligent un peu de faire ça. Du coup, des fois, quand ils savent faire ça, comme les gens comme Conor et les autres, ça fait beau, mais quand ils savent pas, ça fait moche, quoi. Donc. Après, ça fait rigoler. On te demande si t'as un modèle en MMA ou quand t'as commencé le MMA, s'il y avait quelqu'un qui t'inspirait justement, où tu t'es dit, moi quand je veux être grand, je veux être à son niveau ou je veux être un peu comme lui. Il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Il y a beaucoup de combattants qui m'inspirent pour le côté technique. Je regarde, ah ouais, j'aimerais faire la technique comme eux. Mais au début, je me suis pas dit, en fait, j'aimerais être comme eux exactement, pas comme ça. Moi, j'ai mon propre style, je veux développer mon propre style. Et je m'inspire avec les autres combattants, je regarde qu'est-ce qu'ils font de bien et si j'aime bien, je prends. Par exemple, je regarde Georges Saint-Pierre, Dimitris Johnson, John Jones, Anderson Silva. Ah, c'est des gros noms. C'est les légendes un petit peu, ouais, parce qu'ils ont marqué le sport avec leur technique à eux. Exactement. Chacun, en plus, tous les combattants que j'ai cités, chacun a son style à lui. Donc, tu vois, comme quoi le MMA, il est très riche en technique, quoi. C'est quand ton prochain combat? Est-ce que tu sais déjà comment ça va se passer? Parce que je pense que les gens attendent ça avec impatience. Pour l'instant, il n'y a rien parce que on attendait du coup s'il y avait UFC ou pas le 3 septembre. Ouais, normal. Oui, pour l'instant, il n'y a rien. Du coup, après le week-end du UFC, on va parler avec Fernand Lopez et on va décider quand et où on va combattre. Ok. Attends, je regarde. Moi, j'avais une question par rapport à toi et ta personnalité dans le milieu. Est-ce que tu as conscience, par rapport à ta personnalité, par rapport à tes performances, d'être un peu quelqu'un de à part dans le MMA? Moi, je ne me pose pas des questions comme ça, donc je sais pas, franchement. Non, parce qu'en fait, je te dis ça parce que tu vois, moi je trouve ça hyper cool la vidéo que tu as fait avec Jonathan McCarty. J'imagine que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Et puis en plus, tu vois, t'es là, tu donnes des astuces en fait pour tes prises. Moi je trouve ça top, alors que tes adversaires pourraient plus ou moins regarder les vidéos et s'en inspirer pour quand ils combattent face à toi, ils puissent te contrer. Je trouve ça cool et justement, est-ce que pour toi c'est ce qu'il faut aussi pour changer un petit peu les mentalités et ouvrir le MMA à plus de gens possible, au plus de gens possible? Après, moi, je divulgue pas tous mes secrets non plus parce que c'est le petit résumé, je divulgue de technique, quoi. C'est pas tous les détails. Parce que vu que chaque sport a ses techniques, tu vois, même si je montre par exemple ma technique à quelqu'un qui connaît pas le sol, il pourra pas voir les détails que moi je vois, par exemple. Du coup, ce serait pas trop efficace pour lui, quoi. Et là, tu disais que tu savais pas trop quand est-ce que tu allais combattre pour la prochaine fois. Du coup, comment ça se passe tes journées? Parce que j'imagine que tu continues de t'entraîner.
Mais Oui, quand tu sais pas quand est-ce que le combat va avoir lieu, comment s'organisent tes entraînements? bah, moi, je suis quelqu'un, depuis que j'ai commencé le sport, je me suis habitué à tous les jours aller à la salle, je m'entraîne. Donc, pour moi, c'est la routine, c'est normal. J'aime bien m'entraîner, ça fait plaisir, je rigole, je vais à la salle. Du coup, bah, pour moi, ça change pas grand-chose, en fait. Quand on me dit j'ai un combat, c'est juste que, ah oui, d'accord, je sais que cette date-là, je vais combattre. Du coup, bah, on change un peu les entraînements, et puis c'est tout. Mais sinon, depuis que là, j'ai pas de date, mais je continue à m'entraîner, je suis toujours motivé. Et dans ma tête, je sais que n'importe quel jour, je peux combattre. En fait, j'ai envie d'avoir un état d'esprit d'un guerrier comme avant, que la guerre, ça peut venir à Ouais, tout t'es moment. toujours prêt. Voilà, j'ai envie d'être toujours prêt, quoi, en forme, et voilà. Et mentalement, du coup, alors tu dis que c'est une routine, il y a aucune, j'imagine, il y a aucune perte de motivation pour le coup. Enfin, c'est pas plus difficile quand t'as pas de combat de prévu d'aller t'entraîner, de te préparer comme si t'allais combattre. Non, c'est pas difficile parce que la motivation est là quand même, parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de devenir plus fort que hier. Mhm. Donc, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Du coup, ça fait plaisir que, justement, vu que, comme je dis, le MMA, il y a tellement de techniques, tu peux t'entraîner pendant 10 ans et tu auras toujours des choses à apprendre. Donc, c'est ça qui est bien. Toi, c'est quoi ton objectif en tant que combattant de MMA? C'est d'avoir le plus gros titre qui existe, un titre de champion à l'UFC, ou c'est autre chose qui te motive? Moi, j'aimerais devenir un vrai maître de MMA. C'est-à-dire vraiment être complet, avoir beaucoup de bagages techniques et être vraiment fort, quoi. Comme ça, bah, moi, en fait, je cherche pas forcément être une légende, un truc comme ça. Si moi-même, je peux évoluer, je devenir vraiment un maître de MMA, quand je peux combattre avec n'importe qui, et je peux trouver toujours un moyen de gagner, bah là, pour moi, c'est bien. Ouais, tu veux en fait être totalement maîtriser tous les aspects de ton sport, quoi. Voilà. De toute façon, une fois, si je deviens un vrai maître, forcément, la victoire va avec, quoi. Ouais. Et du coup, l'UFC, ça fait partie de ce truc-là. Enfin, je vais être un peu redondant avec ma question et marteler là-dessus, mais tu veux faire partie de l'UFC, c'est vraiment c'est une étape pour toi. Ça fait partie de ça aussi, parce que comme c'est la plus grande organisation du monde, j'imagine, pour être un maître, comme tu viens de le dire, il faut peut-être aussi affronter les meilleurs. Du coup, tu penses qu'il faut passer par là si tu veux devenir ce maître-là? Après, quand je dis maître, ça veut dire maître. On dit quand, à quel moment on dit maître? Par exemple, dans le JJB, quand tu as la ceinture noire, déjà tu commences à être un maître, quoi, tu vois. Bah, dans le MMA, quand je parle techniquement de devenir un maître de MMA. Et aujourd'hui, dans le monde, le UFC, c'est la plus grande et la plus connue surtout, c'est plus médiatisé, on va dire. Aujourd'hui, il y a d'autres organisations qui sont très grandes aussi. Et des combattants forts, il n'y en a pas que dans l'UFC, il y en a partout dans le monde. Donc, moi, je ne vais pas me casser la tête. Si UFC, bah, ils veulent pas de moi, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas rester sur place, je vais avancer, je vais combattre, je vais être actif. On va aller là où on veut de nous, Ouais. et on va combattre. Et le jour où UFC ils veulent, on va négocier, pas de problème. En tout cas, moi, voilà, je vais bouger, je vais avancer. Ouais, tu fais pas ta route en fonction de l'UFC et pour l'UFC, tu fais ta route comme toi tu as envie de la faire. Voilà. Je vais être mon maître de mon comment on dit. Maître de ton destin. Voilà. Ouais, il y en a plusieurs qui sont cités là dans le chat, ça parle du Bellator, du One, j'imagine on peut évoquer KSW, enfin il y en a plein. Le PFL aussi, par exemple. PFL, ouais. Dans le chat, ils disent il porte bien le nom de King parce qu'on sent qu'il a la stature d'un champion par l'esprit et la technique. Ah ouais. Enfin, parce qu'il y a mon logo là, c'est pour ça. Là, King. Et c'est pas mal ça. Ah ouais, dans le chat, il y a Lyonnais qui débarque, qui dit c'est qui lui les gars? C'est Abdul Abdouragimov, et qui est le Lazy King, champion des poids welter, Ares, l'organisation de MMA française. Je vais te laisser 2 minutes avec Abdul, Rémi. Ouais, moi je suis chaud. Je vais chercher Alexandra Tekena qui va combattre ce week-end à l'Ares justement. Donc tu prends soin d'Abdul. C'est plutôt lui qui va Abdul, prendre soin de j'arrive. moi.
Ça marche. Abdul, il y a des questions dans le chat. Il y a Kabibou qui dit que tout à l'heure, par exemple, William Gomis, il expliquait que la signature à l'UFC a changé sa vie. Toi, est-ce que tu ressens quelque chose de similaire en ce moment? Est-ce que tu sens que tu peux être un tournant, que qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ou qui ont déjà changé, vu que tu commences à prendre en popularité, en renommée? Ouais. Bah oui, je vois déjà que ça commence à changer parce que avec Ares maintenant, le titre, les gens me connaissent déjà plus en France, donc je commence à prendre en popularité. Franchement, c'est un bon ça va vers le bon chemin, quoi. C'est en train de changer les choses, ça fait plaisir. Mais quand tu dis que c'est en train de changer, tu le ressens comment? Est-ce que c'est dans ta vie quotidienne? Est-ce que c'est à l'entraînement où tu vois que maintenant les regards ils sont plus sur toi? Est-ce que c'est au niveau des demandes, par exemple, des combats? Est-ce que tu ressens que au niveau de ton rythme de vie, des demandes médiatiques, ça aussi ça évolue? Qu'est-ce qui te montre Qu'est-ce qui prouve que c'est en train d'évoluer? C'est surtout médiatiquement déjà, sur le réseau, Internet, tout ça, et aussi dans la rue, de la vie de tous les jours. Quand je suis en magasin, quand je suis dans le centre-ville, il y a des gens, de temps en temps, ils me reconnaissent, ils demandent des photos. Et une fois même, quand j'étais voir Bellator à Paris, en tant que spectateur. Et même là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu, ils faisaient des photos, je me sentais, ah ouais, comme une star, quoi. Donc là, je vois que maintenant, ça commence à changer, quoi, vraiment. Et au niveau de l'UFC Paris et qui aura samedi 3 septembre, est-ce que, parce qu'on me pose un peu cette question-là à toutes les personnes qu'on peut avoir qui participeront de près ou de loin, mais est-ce que tu sens que ça peut changer l'image du sport en France, du MMA en France, et qu'il peut y avoir un avant et un après dans le MMA français après ce 3 septembre? Oui, ça peut changer parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas trop au MMA qui vont regarder parce que l'UFC c'est un peu comme la marque. Les gens, même s'ils connaissent pas les MMA, juste parce que c'est UFC, ils vont regarder. C'est comme Apple, tu vois, iPhone, tout ça. Même si les gens ils connaissent rien du tout de technologie, ils vont acheter juste parce que c'est Apple, quoi. Ouais, parce qu'on en parle. Là, c'est pareil à peu près. Ils vont voir que c'est UFC, et après ils vont découvrir, ils vont dire ah ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est beau. Du coup, on peut gagner des nouvelles fans, quoi, des nouveaux fans. Et par rapport à Cyril Gane face à son combat contre Tuivasa, toi tu le sens comment? Ouais. Tu t'attends à quel type de combat? D'après toi, ça va jouer sur quel domaine? Bah, je le sens, ça va rester déjà debout, striking. Et techniquement, Cyril Gane, il est favori, bien sûr. Du coup, bah, s'il gère le combat comme il gère toujours, pour moi, ça va aller division ou à la fin du combat, peut-être comme Derek Lewis, l'arbitre, il va arrêter peut-être. Après, il faut faire toujours attention parce que l'autre, il est imprévisible, il peut envoyer des coups forts. Donc, c'est à voir, quoi. Mais bon, on sera tous derrière Cyril, quoi qu'il arrive. Bah écoutez, merci beaucoup Abdul pour ces 30 minutes. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance et que le chat puisse te poser des questions. En tout cas, quand tu viens sur Paris, n'hésite pas à nous rendre visite parce qu'on aurait kiffé t'avoir dans le studio. On a fait une petite démo tout à l'heure. William Gomis nous a fait son coup de pied retourné signature. Bon, j'ai pris ça en plein beat, c'était sympa. Moi, j'aimerais bien que tu me montres 2-3 petits trucs de jiu-jitsu là. Pas de problème, oui, un jour on peut organiser ça quand je suis à Paris. Bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore Abdul et puis bonne continuation et puis on s'attrape très très vite. Hein. Merci à vous, merci à tout le monde. Bonjour, bonsoir, avec Lazy King. Bon après Abdul, à plus tard. Ciao. Ciao.